sol. La tension dans la salle d'audience pouvait se couper au couteau. Les journalistes, au bord de leur siège, stylos suspendus au-dessus de leurs bloc-notes, attendaient, fébriles, le premier mot. Puis les portes grincèrent. Un silence balaya la pièce. L'homme que tout le pays attendait fit son entrée. L'agent principal du FBI qui avait dirigé la perquisition chez Didi Combs. Il n'était pas une célébrité, il ne parlait pas comme un showman. Pourtant, quand il s'avança jusqu'à la barre des témoins, toute la salle se pencha. Ce n'était pas une rumeur ni une théorie, c'était la vérité fédérale. Le juge hocha la tête. Le procureur s'approcha, la voix ferme mais lourde. « Agent Monroe, décrivez à la cour ce que vous avez découvert dans le coffre caché de la propriété de M. Combs à Beverly Hills. » L'agent resta un instant muet, le regard fixé droit devant. Le silence devint assourdissant, puis il parla, chaque mot tombant comme un tambour au ralenti. Le coffre était dissimulé derrière un faux mur, au sous-sol. L'accès nécessitait une authentification biométrique. Même le personnel ignorait son existence. Un frisson parcourut la salle. L'équipe juridique de Didi se tortilla. Didi, impassible, serrait ses mains si fort que ses jointures déblanchirent. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo inoubliable, pense à liker, t'abonner et activer la cloche. Ainsi, tu ne manqueras aucune de nos prochaines vidéos. Revenons-y. Monroe reprit sans détour. À l'intérieur, nous avons trouvé une archive colossale, numérique et physique. Casier étiqueté, disques chiffrés, dizaines de dossiers classifiés portant initiales et dates. Ce qui choqua le plus fut le motif. Le procureur fronça les sourcils. Quel motif? Monroe inspira profondément. Une section entière intitulée Assets, fichiers, images, contrats, correspondances, pour certains vieux de plus de 20 ans. Ce n'était pas de simples documents commerciaux, c'était du levier, du chantage, des secrets, des aveux enregistrés, transcrits, horodatés. Un grondement parcourut la pièce. Les regards glissèrent, demandant en silence depuis combien de temps cela durait. La voix de Monroe se durcit. Nous avons aussi découvert un journal manuscrit détaillé, des noms célèbres, des insiders obscurs, annotés, payés, dociles, encore utiles, attendre le bon moment. Ce n'était pas un album souvenir, c'était un tableau de bord du pouvoir. Une femme étouffa un cri. Le juge leva le maillet puis hésita, conscient du poids de ce qui se révélait. « Et il y avait plus », ajouta Monroe. « Une pièce dans le coffre, verrouillée par un autre code. À l'intérieur, un second coffre-fort. Nous n'en avons traité qu'une partie, mais je peux l'affirmer. Ce coffre n'était pas une panic room, c'était une salle de contrôle. » La salle retomba dans un silence médusé. Pas d'objection, seulement la gravité insoutenable des révélations. Et ce n'était que le début. Même les journalistes aguerris, habitués aux scandales retentissants, restaient figés, visiblement secoués. Monroe ajusta sa veste, se pencha vers le micro. Ses prochains mots allaient plonger l'affaire dans une noirceur plus profonde. Parmi les disques chiffrés, nous avons découvert un dossier intitulé « Pending Insurance », Level Red. Le procureur cligna des yeux. Level rouge? Oui. Dans notre classification interne, c'est le niveau de sensibilité maximale. Preuve criminelle, portée nationale, menace potentielle pour la vie. Ici, c'était la police d'assurance personnelle de M. Combs. La galerie tressaillit. Une femme se prit la poitrine. Un homme murmura « Mon Dieu !» Dans ce dossier se trouvaient des extraits vidéo, des virements intraçables, des enregistrements audio furtifs, des documents falsifiés, prêts à être utilisés pour détruire. Ce n'était pas de l'assurance, c'était de l'extorsion en réserve. Le procureur demanda des précisions. L'agent ne marqua aucune pause. Par exemple, un clip montre un grand exécutif confessant, à huis clos, des secrets et des vulnérabilités. Le plus inquiétant, l'horodatage prouve que la caméra provenait d'un dispositif espion trouvé dans une maison d'invités de Didi. Ces gens ignoraient être filmés. Chaque fichier était couplé à des métadonnées suivant leur carrière, leur contrat, leur comportement. Un système de contrôle préchargé. Le souffle quitta la pièce. Didi, à la table de la défense, ne bougeait pas, mais son visage commençait à se fendre sous la pression. Nous avons également trouvé des liasses de billets non marqués, des obligations aux porteurs et, plus troublant, plusieurs passeports sous alias, tous utilisés, tous tamponnés. Le juge se renversa mal à l'aise. Les jurés étaient en secoués. Une jambe trépignait. Une main couvrait une bouche. Une femme étouffa un cri. Le juge leva le maillet puis hésita, conscient du poids de ce qui se révélait. « Et il y avait plus », ajouta Monroe. « Une pièce dans le coffre, verrouillée par un autre code. À l'intérieur, un second coffre-fort. Nous n'en avons traité qu'une partie, mais je peux l'affirmer. Ce coffre n'était pas une panic room, c'était une salle de contrôle. » La salle retomba dans un silence médusé. Pas d'objection, seulement la gravité insoutenable des révélations. Et ce n'était que le début. Même les journalistes aguerris, habitués aux scandales retentissants, restaient figés,
visiblement secoué. Monroe ajusta sa veste, se pencha vers le micro. Ses prochains mots allaient plonger l'affaire dans une noirceur plus profonde. Parmi les disques chiffrés, nous avons découvert un dossier intitulé « Pending Insurance, Level Red ». Le procureur cligna des yeux. « Level rouge » ? Oui. Dans notre classification interne, c'est le niveau de sensibilité maximale. Preuve criminelle, portée nationale, menace potentielle pour la vie. Ici, c'était la police d'assurance personnelle de M. Combs. La galerie tressaillit. Une femme se prit la poitrine. Un homme murmura « Mon Dieu !» Dans ce dossier se trouvaient des extraits vidéo, des virements intraçables, des enregistrements audio furtifs, des documents falsifiés, prêts à être utilisés pour détruire. Ce n'était pas de l'assurance, c'était de l'extorsion en réserve. Le procureur demanda des précisions. L'agent ne marqua aucune pause. Par exemple, un clip montre un grand exécutif confessant, à huis clos, des secrets et des vulnérabilités. Le plus inquiétant, l'horodatage prouve que la caméra provenait d'un dispositif espion trouvé dans une maison d'invités de Didi. Ces gens ignoraient être filmés. Chaque fichier était couplé à des métadonnées suivant leur carrière, leur contrat, leur comportement. Un système de contrôle préchargé. Le souffle quitta la pièce. Didi, à la table de la défense, ne bougeait pas, mais son visage commençait à se fendre sous la pression. Nous avons également trouvé des liasses de billets non marqués, des obligations aux porteurs et, plus troublant, plusieurs passeports sous alias, tous utilisés, tous tamponnés. Le juge se renversa mal à l'aise. Les jurés étaient en secoués. Une jambe trépignait. Une main couvrait une bouche. Monroe continua. « Nous avons trouvé une liste. » Il tendit un papier. Célébrités, politiciens, personnalités médiatiques, classés, possédés, redevables, surveillance, cibles. Vous affirmez que l'accusé tenait un inventaire des individus sous son influence ? Oui. Il appelait cela son « index du coffre ». Les murmures reprirent. Le juge tapa pour l'ordre, mais le mal était fait. Ce coffre n'était pas qu'un réservoir de secrets, conclut Monroe. C'était une opération centralisée, des années d'intimidation et de manipulation stratégique, l'archive personnelle de coercition la plus sophistiquée que j'ai vue en 24 ans au bureau. La salle resta figée, la vérité plus tonitruante que n'importe quel cri. La salle d'audience demeura pétrifiée. Aucun murmure, aucun raclement de chaise, seulement l'écho lourd de ce que l'on venait d'entendre. Même les journalistes, pourtant rompus au pire scandale, restaient suspendus, stylo immobile. Monroe reprit la parole, plus sombre encore. Nous n'avons pas seulement déniché des dossiers écrits, nous avons mis la main sur des enregistrements, des centaines. Un frisson parcourut les bancs du jury. Audio pour la plupart, parfois vidéo, tous classés par année, lieu et sujet. La majorité a été captée à l'insu des personnes concernées. Ce n'est plus seulement une question de pouvoir, c'est une guerre psychologique. Il s'interrompit, pesant ses mots. Un fichier en particulier portait le nom fallback-asset-dj.ni.com. Une conversation d'1 heure, le sujet, sous influence, livre des secrets personnels, des confidences, des vulnérabilités juridiques. Et à un moment, il dit « Si Puf me lâche, je suis fini, il a tout ». Les jurés se raidirent. C'était plus que de la peur, c'était une abdication totale. Et c'est le schéma récurrent, poursuivit Monroe. Chaque enregistrement n'était pas simplement de la saleté, c'était une assurance vie pour réduire les gens au silence, garantir leur loyauté ou obtenir leur obéissance. Le procureur, la voix à peine audible. Y avait-il des mineurs impliqués ? Nous enquêtons encore, répondit Monroe. Certains fichiers chiffrés restent à décrypter, mais ce que nous avons déjà révélé est terrifiant. Il sortit alors de son dossier un petit objet carbonisé, une clé USB fendue, plastique, noircie sur un côté. Cette clé a été retrouvée derrière un panneau dissimulé, brûlé à moitié. Nos experts ont récupéré 2 vidéos. L'une est scellée, trop choquante pour être diffusée. L'autre montre une réunion privée entre 2 magnates de l'industrie. On n'y parlait pas musique, mais influence. Qui promouvoir, qui bloquer, qui maintenir sous contrôle. Hors champ, Didi déclare « Ne vous inquiétez pas, j'ai des bandes sur eux tous, ils bougent quand je dis de bouger. » La salle demeura muette. La surprise avait laissé place à une forme de deuil pour une industrie idolâtrée. Voilà pourquoi personne ne parlait, conclut Monroe. Le coffre est clair, des disparitions d'artistes, des contrats rompus, des carrières de s'aborder d'un simple murmure. Il leva les yeux vers la table de la défense. Et chaque vidéo, chaque transcription, chaque message codé remonte à un seul orchestrateur, M. Combs. Didi resta impassible, mais ses épaules trahissaient la tempête intérieure. Monroe tourna une page.
Nous avons également découvert des avoirs physiques, liasses de cash, obligations aux porteurs et surtout plusieurs passeports sous alias, tous utilisés à différentes périodes. Le juge eut un tressaillement, les jurés aussi. L'un tapotait frénétiquement le plancher, l'autre se couvrait la bouche. Et puis, nous avons trouvé un document intitulé New Blood Initiative, un programme de recrutement visant de jeunes artistes vulnérables, promesses de gloire, soirées privées sans téléphone, NDA forcé, puis silence. Nous ignorons combien sont en sécurité. Certains ont disparu de la scène, d'autres ont laissé de mystérieux messages avant de s'évanouir. Une onde d'horreur traversa la galerie. Ce n'était plus de l'exploitation ordinaire, dit Monroe, c'était un système bâti sur la peur et géré avec une précision clinique. Le procureur demanda, la voix brisée, « Avez-vous trouvé des preuves de menaces actives ?» « Oui. Dans une chaîne d'emails, l'assistant de Didi rappelle à un ancien partenaire qu'une certaine vidéo serait regrettable à ressortir alors qu'il négocie un nouveau contrat. » Le silence devint glacial. Même les crayons cessèrent de gratter. Monroe referma son dossier. « Nous venons à peine de gratter la surface, mais une chose est claire. Il ne s'agissait pas de protéger une marque. Il s'agissait de contrôler une industrie, une personne, une âme à la fois. » Les épaules de certains jurés s'affaissèrent. Un journaliste essuya des larmes. La vérité n'était plus seulement choquante, elle était corrosive. La salle demeurait immobile, non pas faute de questions, mais parce que plus personne ne savait comment les formuler. Quant à Didi, il ne bougeait toujours pas. Mâchoire crispée, regard fixe, un bloc de silence. Monroe inspira, puis lâcha d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Il restait une pièce dont je dois vous parler. Un frisson parcourut le public. Nous l'avons découverte en constatant des incohérences dans les plans du bâtiment. Sous la chambre forte principale, il existait un niveau scellé. Aucune porte visible. Nous avons utilisé un radar pénétrant. Derrière le béton, un escalier dissimulé. Il fallut des heures pour l'ouvrir. Il marqua une pause. Nous l'avons baptisé Sub-Zero. Les jurés échangèrent des regards incrédules. C'était un coffre dans le coffre, mais il ne servait pas à stocker de l'argent ou des documents. Il contenait des outils d'intimidation. Le procureur haussa un sourcil. « Expliquez, je vous prie. » Des mannequins grandeur nature vêtus de répliques des habits de véritables artistes, des plans de domicile en taille réelle, des scripts de conversation, des mises en situation. C'était un laboratoire psychologique. Un Jésus-Christ étouffé se fit entendre au fond de la salle. « Et ce n'est pas tout », enchaîna Monroe, la voix désormais grave. Un projecteur diffusa en boucle d'anciennes interviews, concerts, rencontres privées, chaque vidéo annotée. Point de levier, faiblesse émotionnelle, phrase déclencheur. Didi n'étudiait pas ces gens, il les démontait. La pièce se contracta autour de cette révélation. Sur le mur du fond, des photos noir et blanc. Certains visages rayés, d'autres encerclés. Sous chacune, une date. Plusieurs correspondent à des overdoses, des dépressions, des ruptures de contrat intervenues quelques jours après qu'une personne a défié M. Combs. Monroe se tourna vers le jury. Ce n'étaient pas des coïncidences. Il ouvrit un carnet rouge ramassé dans la salle Sub-Zero. Des dizaines d'entrées étaient manuscrites. Une phrase revient 63 fois. « Si je contrôle ce qu'ils craignent, je contrôle qui ils sont. » Un tremblement traversa les bancs. Le juge, blême, dut détourner les yeux. Monroe referma le carnet d'un claquement sec. « Nous ne parlons plus d'un homme tentant de protéger son image. Nous parlons d'un stratège qui a bâti un empire sur la surveillance, le silence et le sabotage. » Un juré essuya une larme. La salle respirait à peine. Après un long moment, l'agent reprit. « Nous pensions avoir atteint le pire, jusqu'à ce que nous déchiffrions le dernier dossier chiffré. Un seul fichier vidéo, 27 minutes. Nom de code, Icarus. » Le procureur se pencha. « Qu'y a-t-il sur cette vidéo ?»« Une confession. » La pièce entière s'immobilisa. Même les stylos cessèrent de trembler. On y voit M. Combs, seul, dans une cabine d'enregistrement. Il tourne en rond, transpire, semble au bord de la crise. Puis il s'assied, fixe la caméra. « Vous croyez que je n'ai pas prévu ça ? Je fais monter et descendre les gens. Ils pensent être libres. J'écris le script. » Les jurés retinrent sans leur souffle. Il cite des noms, des dizaines, explique comment il les a manipulés, menacés, enregistrés. Il admet avoir orchestré des campagnes de discrédit. Et la dernière minute, Monroe se tourna vers la barre. Sa voix se fit d'acier. Il sourit, regarde l'objectif. Même s'ils viennent pour moi, personne ne me croira. Ils diront que je jouais la comédie. Peu importe, le coffre contient la vérité et personne n'a les tripes de l'ouvrir. Puis, il conclut, en français dans le texte, « Nous l'avons ouvert ». Un souffle collectif parcourut la salle. Le juge resta sans voix.
La défense, livide, ne trouva aucune objection. La récréation ordonnée par le juge n'apporta aucun répit. Personne ne quitta sa place. Quand la séance reprit, le procureur se leva, le ton ferme. « Votre honneur, nous n'avons plus de questions. La preuve a parlé, le coffre a parlé, et M. Combs s'est condamné lui-même. » La défense déclina toute contre-interrogation. Il n'y avait rien à redire. Le juge, la voix lourde. « Ce tribunal a entendu des preuves accablantes, vérifiées, qui dépassent le simple cadre d'un procès. Monsieur Combs, vous n'êtes pas jugé pour votre célébrité, mais pour vos actes. Et aucun pouvoir, aucun statut, aucune fortune ne protège quiconque d'une responsabilité fondée sur la destruction d'autrui. » Un murmure d'émotion traversa la galerie. Non pas de triomphe, mais de justice rendue. Le maillet tomba, net. Pas un fracas, mais un coup précis, terminant des années de questions sans réponse. Didi, escorté hors de la salle, quitta le tribunal non comme un magnate, mais comme un homme démasqué. Le coffre était ouvert. La vérité, désormais, ne se refermerait plus. La foule de journalistes s'amassait déjà sur les marches du tribunal, micro tendu, flash crépitant. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus qu'un silence lourd, qu'aucune caméra ne pouvait capturer. Chaque banc, chaque mur semblait avoir absorbé la révélation. Le coffre était ouvert, la vérité libérée. Sean Didi Combs, jadis roi des tapis rouges, quitta finalement le bâtiment escorté, non avec l'assurance d'un mogul, mais la démarche d'un homme démasqué. Derrière lui, l'écho du maillet résonnait encore, ponctuant des décennies d'omerta brisées. Et tandis que les portes se refermaient sur la salle d'audience, un nouveau récit commençait dehors. Celui d'un empire bâti sur la peur, désormais réduit à l'état de cendre publique. Personne ne savait encore combien de carrières, combien de vies seraient à reconstruire. Mais une chose était certaine, rien, plus jamais, ne pourrait être aussi soigneusement dissimulé. Le coffre avait parlé, le monde, désormais, écoutait. Avant de quitter cette page, poursuivez votre plongée dans les coulisses du show business. Cliquez dès maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et découvrez notre prochaine enquête exclusive. À tout de suite.